Fat Bass. Je m'appelle Alexandre Elimi, je suis le cofondateur d'Anga. Alors j'ai été diplômé de Strat en 2018 et j'ai tout de suite enchaîné avec mon projet. Anga, c'est une entreprise de création de mobilier design et donc qui a pour but d'illustrer des matériaux éco-conçus. On collecte notre plastique auprès de nos fournisseurs qui vont le collecter directement eux-mêmes dans la grande distribution. Ensuite, on va recréer une palette en triant ce plastique qui va nous permettre une liberté de création en le transformant, en arrivant aux plaques qui seront destinées au mobilier conçu par nous-mêmes. Moi, après un bac ES, je suis partie pendant 3 ans à Milan, à la Bocconi, faire du management et de la finance. Et juste après ça, j'ai réintégré l'ESSEC. Via la voie AST. Je me souviens qu'au tout début de l'ESSEC, je commençais déjà à m'intéresser à l'entrepreneuriat et j'avais notamment commencé avec un programme qui s'appelait le CPI, création d'un produit innovant avec le School Lab à Paris et j'avais trouvé ça vachement intéressant de pouvoir créer un projet pour des entreprises avec des designers et des ingénieurs. Et petit à petit, rapidement après ça, j'ai rencontré Alex grâce à un ami en commun. Et c'est vrai que j'avais vraiment, grâce à ce projet, gardé en tête l'importance d'entreprendre avec des gens qui viennent de mondes complètement différents du sien. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans ce projet-là ? C'est le fait de créer à partir de rien. Et le plastique aujourd'hui qui est déconsidéré et le sac plastique qui est très mal recyclé, c'est vraiment un bonheur d'être surpris à chaque fois par la beauté qu'on peut lui donner en transformant. La particularité de ce projet, c'est qu'on doit aller chercher en fait dans chaque domaine des petits éléments, des petites techniques pour après les rassembler et créer un nouveau processus autour de ce plastique qui est mal recyclé. Ce projet, en fait, il part de toutes les ressources qu'on peut retrouver sur Internet aujourd'hui. Et c'est un peu la base de tout mon apprentissage. Et notamment Precious Plastic, une communauté qui recherche les débouchés des plastiques mal recyclés. Moi, c'est pas vraiment le côté en fait, écologique, mais plus le côté artistique. On peut prendre un déchet plastique, quelque chose qui est déconsidéré, et en faire quelque chose de vraiment considérablement différent, comme de la pierre ou du marbre, et on crée l'illusion en fait. C'est ça qui me plaît. Anga, ça a commencé par moi qui allait me balader dans la rue après mes heures de recherche d'emploi infinies. Et qui donc mon but c'était de créer du mobilier à partir des matériaux que je trouve dans la rue. Et puis alors je prenais du verre, je prenais du carton, j'ai fait différents essais. Puis je voyais tellement de plastique passer devant moi et en même temps je faisais pas mal de recherches sur internet et je voyais quelques techniques qui commençaient à naître autour de cette matière qui est mal recyclée. Et donc mes premiers essais, ça s'est fait chez moi, peut-être pas dans les meilleures conditions, mais c'est ce qui m'a amené aujourd'hui ici et qui m'a donné le courage d'aller voir Valentine, mon associée, pour lui présenter les petits échantillons et tout ça s'est concrétisé petit à petit. Par contre, c'est vrai que j'avais quelques fumées chez moi à gérer et ça n'a pas pu se faire dans le long terme. Comment je faisais ? Fenêtre ouverte, un petit four, vous voyez ce petit four d'étudiant dans lequel vous mettez votre pizza, moi je mettais une pizza en plastique et je le pressais dans des poêles, dans tout ce que je trouvais et puis voilà, il faut démarrer de quelque part, c'est ce que j'ai fait. Dès le premier morceau de plastique que j'ai fondu, en fait, j'avais une lime, un petit papier à poncer, alors j'ai directement essayé de le travailler et le motif est ressorti et je me suis dit mais sur une grande plaque, moi qui avait déjà un peu touché au bois, un peu touché à d'autres matériaux, sur une grande plaque, ça aurait un potentiel énorme. Quand j'ai rencontré Alexandre, il avait déjà du coup quelques tout petits prototypes. En fait, c'était
des mini carrés au bout de plastique fondu ensemble, dans lequel on voyait déjà non seulement une création artistique, mais on pouvait déjà se projeter sur du grand mobilier, et on pouvait déjà voir toute la variété artistique que ce matériau nous offrait. Mais à partir de là, sinon il n'y avait rien d'autre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par louer un garage à Saint-Denis, dans lequel on a entreposé un four, un petit système de presse, et puis donc on a commencé vraiment en mode low-tech à créer des petits échantillons, c'était des petits carrés de plastique compactés et fondus ensemble. Et donc avant de se décider si on se lançait vraiment dans le projet, on a pris des places pour le salon Maison et Objets, et on est allé montrer ces échantillons-là à des architectes d'intérieur, des grandes maisons d'édition, etc., pour récupérer leurs avis. Et ce que j'ai adoré à ce moment-là, c'est qu'on nous demandait déjà ok, génial, quelle taille vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez nous faire un devis pour ça et ça. Et donc nous on disait oui bien sûr et tout, on n'avait rien du tout, mais ça nous permettait d'aller plus loin dans la discussion avec les professionnels du métier, et ça a été vraiment un déclic pour nous de se dire ok, il faut y aller et c'est maintenant, parce que si c'est pas nous, pour le coup comme c'est un sujet d'actualité, plein d'autres peuvent y aller aussi. Et sur la genèse de notre association, et en fait, c'est assez drôle parce que c'est vraiment parti d'un total hasard. J'étais en cours à l'ESSEC en entrepreneuriat, et on devait créer un projet factice de boîte. Et donc avec mon groupe, on s'était justement lancé sur la thématique du déchet plastique. En fait, on voyait à l'ESSEC et dans d'autres écoles que c'était une thématique qui n'était pas encore assez travaillée, aboutie, c'était il y a 2 ans. Et on voulait proposer des solutions sur ça et créer un business model autour de ça. Et là-dessus, il y a un copain, même quelqu'un que je ne connaissais pas tant que ça, Sacha Cohen, qui est venu me voir en me disant écoute, je dis ça comme ça, je pense que tu t'en foutras sûrement, mais si tu veux, j'ai un copain qui récupère des chutes de déchets dans la rue et qui en crée des créations artistiques chez lui. Bref, en gros, il nous a dit allez prendre un café tous les deux, vous entendrez bien. Et moi, j'étais un peu en mode ah, ok, pourquoi pas. Et ouais, en fait, du coup, on allait prendre un café ensemble. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est là où Alexandre m'a montré ses premiers prototypes. Moi, je pensais pas du tout me lancer dans un projet artistique ou design à l'époque, parce que c'était pas mon domaine, mais j'y connaissais rien. Et en fait, tout de suite, j'ai vu que ça m'amusait beaucoup plus de travailler avec le beau. Tout de suite, du coup, il y avait cette dimension du beau, de la recherche artistique qui rentrait dans la thématique des déchets, mais qui rendrait le projet beaucoup plus sexy, quoi. Et puis l'envie de travailler dessus beaucoup plus profonde, quoi, du coup. Quand j'avais commencé à travailler sur le projet, et qui n'était pas vraiment un projet professionnel à la base, mais plus une curiosité, quelque chose à approfondir qui peut être intéressant. Quand j'ai su que je pouvais avoir l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui était en école de commerce à l'ESSEC et qui potentiellement pouvait donner la touche commerciale en fait, qui manquait à ce petit produit brut qui était vraiment potentiellement très intéressant, mais auquel il manquait la notion de produit, la notion de marque, et c'est vrai que c'est Valentine qui l'a apporté, et son expérience aussi en finance nous a pas mal aidé à formuler le projet concrètement pour aller chercher l'argent chez les banques, tout ce qui est nécessaire pour commencer. Et aussi Valentine, je suis assez fier de sa manière de s'exprimer qui arrive vraiment à refléter toute notre vision du projet. Donc c'est vraiment la voix de l'entreprise. On vient tous de mondes complètement différents, donc ça veut dire non seulement des capacités différentes, mais aussi une vision différente. Et je crois que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un produit assez riche, et au-delà du produit, une création de marque
assez riche, qui sait vraiment se différencier des autres parce que la vision qu'on apporte est à la fois très personnelle et en même temps complète. On va chercher, en intégrant un peu toute l'analyse et la philosophie de chacun, on arrive à, je pense, quelque chose d'assez abouti, que ce soit sur la vie du produit en lui-même, mais aussi sur le message à donner aux clients, mais aussi sur le positionnement de la marque ou la vision de la boîte à long terme, par exemple. Surtout le CPI, c'était la première fois où j'apprenais ce que c'était le métier de designer. Je connaissais pas, j'avais du mal à imaginer ce que fait un designer parce que c'est tellement large et c'est vrai que moi ça m'a vachement aidé je trouvais ça vachement intéressant leur façon de penser, de comment observer de façon très vierge, sans a priori, un endroit, un environnement, un nouveau produit, comment aller poser des questions, encore une fois sans a priori. On est plusieurs sur le projet, mais on est vraiment 2 associés. Moi, une des choses dont je suis fière pour Anga, c'est justement cette association avec Alexandre. Une des premières choses qu'on a fait avant même de vendre le premier produit, avant même de créer les statuts de la société, etc., on a fait un pacte d'associés. Et ça a été vraiment un moment assez marquant pour nous deux parce que ça a été l'occasion de échanger chacun sur la vision de la boîte, mais aussi sur nos valeurs personnelles, les choses sur lesquelles on ne dérogerait pas, ses qualités, ses défauts, et en fait un peu briser la glace comme ça très rapidement dès le début l'un avec l'autre. On a clairement compris que c'était un peu comme un mariage et pour autant on se connaissait pas très bien. Mais ça nous a vraiment soudés dès le début. Et c'est vrai qu'on vient de mondes complètement différents, mais j'ai toujours senti avec Alexandre qu'on avait la même vision, peut-être grâce à ça justement, le fait de l'avoir pensé dès le début ensemble. On est très souvent, quand on n'est pas d'accord, c'est invariablement sur la forme ou sur la stratégie à adopter, mais sur la vision finale et sur le fond, ça on n'a jamais eu de problème là-dessus. On a cette base solide là et après les désaccords qu'on a, c'est plus une différence souvent de communication, de vocabulaire, et donc en fait très souvent se mettre à la place de l'autre permet de comprendre, et en fait franchement très souvent on arrive à comprendre qu'on voulait dire exactement la même chose mais simplement avec notre environnement et notre vocabulaire différents. Donc non, là-dessus c'est vraiment très riche. Mais par contre c'est vrai que je pense que ça peut être une telle différence de profil, ça peut mettre à mal un projet si on ne sait pas mettre ses a priori de côté, sa culture de côté, pour vraiment apprendre à se mettre dans la peau de l'autre. Il y a un peu je pense qu'il faut être assez humble face à l'autre, parce que sinon il ne peut pas y avoir d'ego dans dans une association, quoi. Deux choses m'intéressaient, c'était l'entrepreneuriat et les projets environnementaux. Et je dirais surtout, en fait c'est surtout les projets environnementaux qui m'intéressaient, mais je ne trouvais pas encore vraiment dans les entreprises qui étaient en place et qui proposaient des postes intéressants. Ce qui m'intéressait, vraiment la philosophie, repenser le business en prenant en compte l'écologie. Et en parallèle, l'entrepreneuriat m'intéressait énormément, donc je me suis dit que c'était allier les deux allait me permettre de faire vraiment ce que je voulais. Par contre, c'est vrai que là où j'ai eu des freins, des doutes, c'était de commencer à entreprendre en ayant 22 puis 23 ans, parce que on n'a pas d'expérience. Moi, j'ai fait qu'un stage de 3 mois au Figaro, ça n'avait rien à voir. Et en même temps, c'est vrai que voir autour de moi d'autres élèves qui se lançaient, avoir accès à des cours d'entrepreneuriat où les profs nous incitaient à se lancer, même si c'était pas parfait, même si
c'était pas joli ni profond encore. Ça m'a un peu coupé les premières barrières que j'avais. Je pense qu'il y a aussi évidemment le contexte actuel qui fait que entreprendre est non seulement plus à la mode, mais plus accessible aujourd'hui aussi, avec ce que permet Internet. Et j'avais un peu un a priori sur les grosses entreprises où je sentais que j'allais moins pouvoir m'exprimer. La raison pour laquelle je fais Anga, c'est que je veux voir s'il y a un business model qui est possible, qui soit non seulement pas nuisible pour l'environnement, mais aussi positif. Aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup autour. Il y a la permaculture, des choses comme ça, mais quand il s'agit d'industrie ou de création de produits, il y a toujours un impact. Et en fait, je me suis dit, c'est là où j'ai rencontré Alex à ce moment-là, et je me suis demandé si, en partant des quantités astronomiques qu'on a de déchets, est-ce que c'était possible de créer un business model économique, donc clairement de créer de la richesse, de faire du cash à partir de choses qui n'avaient pas de valeur et de choses qui étaient de surcroît polluantes. J'ai pas du tout commencé all-in. D'abord parce qu'il m'a fallu du temps pour rejoindre le projet que Alex avait déjà commencé. J'ai mis du temps, je pense, à trouver ma place dans ce projet, à savoir concrètement ce que moi j'allais pouvoir apporter. Je pense que j'avais un petit problème de légitimité aussi, dans le sens où je venais d'arriver en école de commerce. J'avais fait que de la théorie, aucune pratique, donc tout d'un coup... c'est bien gentil la théorie, mais quand il fallait mettre un vrai prix sur un vrai produit, tout d'un coup ça devenait beaucoup plus compliqué pour moi. Et puis j'avais mes cours à côté. Donc ce que j'ai fait la première année, c'est que comme j'avais ce projet en tête, j'ai mis beaucoup de cours la première année pour ensuite être très libre les 2 autres années suivantes. Ça, c'est vraiment grâce au programme à la carte, parce que sinon, je pense que j'aurais pas pu faire ça, parce que c'est trop chronophage de se consacrer à un projet. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai encore 2 à 3 cours par semaine, mais je les choisis tous en fonction de Anga. Par exemple, un cours de stratégie compétitive, un cours de publicité. Et ce que je trouve intéressant, c'est de dire aux profs que j'ai ce projet entrepreneurial-là à côté. Et invariablement, les profs sont ultra intéressés par le projet et donc finissent par m'apporter leur expertise, parfois des contacts, parfois une vision. Et ça me permet d'aller chercher des compétences que moi je n'ai pas naturellement. Par contre, c'est très très chronophage, donc il faut vraiment savoir s'organiser. Et je pense qu'un des éléments peut-être qui a fait que ça a pris du temps au début, c'est que j'étais 60% sur mes cours, 40% sur un projet d'entreprise. Et en vrai, oui, c'est ça. On ne crée pas une vraie entreprise quand on est que à 40% du temps là-dessus. C'est pas possible. Ça a été la toute première commande qu'on a reçue. Une amie de mes parents faisait un vernissage pour ses œuvres d'art et cherchait du mobilier un peu différent. Et elle nous a demandé de lui faire une table. On n'en avait jamais fait avant. Et donc, on a fait plein d'essais. Alexandre a franchement... là-dessus, il a été très autodidacte parce qu'il a dû apprendre à faire une structure en acier tout seul, à soudre... toutes des choses qu'on ne savait absolument pas faire, mais qu'on ne pouvait pas sous-traiter parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on était obligé de les faire nous-mêmes. Dans ce garage à Saint-Denis, et puis louer un abonnement dans un Fab Lab pour créer un premier prototype. Et donc on a exposé ce premier prototype à ce vernissage, où ça a été aussi très intéressant. Il y avait des journalistes du LDECO notamment, et d'autres acteurs encore du monde de l'art et du design en général, qui nous ont soit demandé des interviews, soit donné des retours. Et donc c'était génial, parce que nous à ce moment-là on n'avait rien, mais vraiment rien, une table et un garage. donc là à ce moment-là on s'est vraiment dit qu'on allait se lancer. Bon, on n'imaginait pas les quelques problèmes qu'on allait avoir après, mais ça fait partie du jeu maintenant. C'est pas grave. On a eu...
Je pense qu'on a fait plusieurs erreurs. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de débats à avoir là-dessus, notamment le fait de commencer à parler très tôt du projet. Nous, on n'avait rien, on n'avait pas de processus de production et pour autant, on commençait déjà à montrer un produit fini. Donc, des gens nous en demandaient déjà beaucoup. Nous demandaient quand est-ce qu'on peut l'acheter, est-ce que vous avez un site, etc. On n'avait rien de tout ça et on n'avait surtout pas de ligne de production. Donc, on a dû créer tout ça. Tout en gardant, essayer de garder cette petite communauté qu'on avait commencé à créer. Là-dessus, si c'était à refaire, je pense qu'on parlerait plus tard. On commencera à parler plus tard du projet parce que c'est assez stressant quand même quand on crée un truc, quand on innove, d'avoir un peu une pression du temps et des gens qui vous pressent et qui vous demandent alors quand est-ce que ça sort et en même temps tant mieux, hein, ça pousse. Et puis je pense qu'on a fait une erreur aussi, c'était je pense qu'on a un projet qui est dans l'air du temps, qui intéresse et qui du coup parfois intéresse pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que par exemple on avait été un peu attiré par un incubateur qui voulait, je pense, montrer qu'ils avaient des projets un peu à la mode, sympas. Et donc ils nous avaient beaucoup attirés et demandé de venir chez eux et mis en avant. Et en fait, une fois arrivé là-bas, une fois qu'on avait attendu que tous les travaux de l'incubateur se fassent, etc., en fait, c'est avéré être un atelier, un incubateur pas du tout adapté à nos besoins. Et donc, ça, je pense que ça a été un peu une erreur pour nous. Ça a été d'être un peu naïf, et en même temps, ça fait partie de... Enfin, c'est normal aussi, mais d'être un peu naïf sur les bonnes intentions dans l'entrepreneuriat. Et là d'ailleurs on vient de trouver un atelier dans l'incubateur Intensity à Choisy-le-Roi. On est arrivé en septembre et c'est cool parce que ça nous permet de faire une vraie production et sans pour autant payer un local de 300 mètres carrés qui n'a pas notre besoin. C'est assez difficile aujourd'hui de trouver des petits ateliers pas trop chers et autour de Paris. Et ça, on a vraiment mis longtemps à trouver. Et qui soient aptes à nos demandes, nos contraintes de production. Donc ça, grâce à Intensity, c'est bon, on a de quoi faire. Ce qui est génial avec un produit qu'on peut prototyper facilement et montrer facilement, montrer une finition aboutie de ce que c'est que du coup pour aller chercher les financements on est beaucoup plus crédible. Donc par exemple on a eu 2 emprunts assez facilement, un à la BNP et un prêt d'honneur, en plus des économies que nous on avait apportées, mais c'est vrai que le fait d'être un projet dans l'air du temps et qui est scalable parce qu'on montre qu'on a un processus de production qui peut être vraiment optimisé et avec un produit qui répond aux attentes du marché aujourd'hui. Ça a fait que pour aller chercher les premiers financements c'était pas très compliqué, mais par contre là aujourd'hui on n'y serait pas allé si on n'avait pas un produit abouti, on était sûr qu'il plaisait, et là par contre on sort le site internet avec les premiers produits, que des pièces uniques, et avec les premières ventes qui vont avec. Ça c'est génial de recevoir les premiers retours positifs dessus quand ça fait longtemps qu'on travaille sur un produit. Un truc qui est assez difficile à faire, c'est d'apprendre à montrer son produit quand il n'est pas encore fini, quand il n'est pas encore beau, c'est vraiment une sortie de zone de confort énorme, d'aller confronter ses idées au monde réel, et puis la réponse elle vient du client, elle vient pas de celui qui s'abonne à votre compte Instagram, ou elle vient pas de celui qui vous dit que c'est joli, elle vient de celui qui achète. et en fait apprendre à vendre, c'est peut-être bizarre parce que je suis en école de commerce, mais quand c'est son propre projet, mettre un prix dessus et aller dire aux autres je fais ça et ça vaut ça, parfois j'ai l'impression de dire
que ça revient à dire je vaux ça. Et que donc si on me dit non, ça veut dire non, mais tu vaux pas ça. Et alors en fait, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas la bonne cible, c'est pas le bon moment, il manque peut-être un élément pour le produit, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une des choses qui est difficile, c'est que nous on a vraiment choisi de faire une boîte très très personnelle. C'est-à-dire que chaque truc qu'on prend comme décision dans Anga, ça vient de nos philosophies personnelles, de nos convictions. Et donc, ça fait, je pense que on est beaucoup plus... on est peut-être plus sensible, quoi, plus... Et en même temps, moi, je crois que c'est vraiment pour ça que j'aime ça. C'est plus authentique et c'est justement la raison pour laquelle je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que... la boîte que tu crées, elle n'existe pas ailleurs, parce que sinon elle aurait été créée par des personnes identiques à toi et ça n'existe pas. Dans mon idéal, j'aimerais avoir une petite boutique à New York, une petite boutique à Paris, devenir vraiment une maison parisienne de matériaux nobles et de mobilier haut de gamme. Ça c'est intéressant justement, par exemple, d'en avoir parlé dès le début, c'est que on n'a pas la même vision personnelle pour Anga. C'est-à-dire qu'on a la même vision pour le projet d'Anga, mais nous deux, notre place au sein d'Anga, on n'a pas la même vision, au sens où Alexandre, lui, il veut créer une boîte, sa boîte qui sera la sienne pour longtemps. Et moi, j'ai toujours dit, ça a toujours été très clair entre nous, que c'est une expérience que je veux avoir pour 3, 4, 5 ans, et ensuite faire autre chose à côté, me servir de cette expérience-là pour aller expérimenter d'autres mondes professionnels. Et typiquement, avoir discuté de ça dès le début, ça a soudé quelque chose entre nous. On a mis les choses carte sur table dès le début, et ça c'était très intéressant. Et du coup, oui, pour ce qui est de la vision d'Anga, moi j'imagine vraiment Anga comme un laboratoire de réinsertion de matériaux qui n'ont pas de valeur pour finalement leur en donner. Et en fait, finalement, cette vision d'Anga, je la vois de façon beaucoup plus globale. Nous, la raison d'être d'Anga, c'est de révéler le beau, c'est-à-dire de montrer qu'en changeant de regard sur certaines choses, en fait, on peut se rendre compte que certaines choses ont une valeur, mais bien plus grande que celle qu'on pensait à la base. Et donc ça concerne le plastique, les matériaux en général, mais ça concerne aussi les gens qu'on emploie, le business model, telle ou telle technique de vente. En fait, c'est vraiment ça, c'est se dire ok, on va aller casser les a priori et tester de nouvelles choses. Vous pouvez aller maintenant sur anga.fr si vous voulez voir les produits finis et choisir votre pièce unique à vous. C'est vrai que je pense qu'on ne l'a peut-être pas beaucoup dit, mais en fait, une des principales raisons pour lesquelles on aime ce projet, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un des produits, on a une surprise quand on le découvre, il est complètement différent des autres. Nous, on décide des couleurs du plastique qu'on met, on décide de la disposition dans laquelle on le met, mais ensuite il se passe plein de choses dans le four. Les couleurs se mélangent entre elles, créent un motif qui sera toujours unique. Et moi, une des choses qui me plaît énormément dans ce projet, c'est que chacun des clients aura sa pièce à lui et elle ne sera pas reproductible. Et donc, il la retrouvera nulle part ailleurs. Moi, en tant que cliente, c'était une des choses que je recherchais sur le marché.